Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très content d'être avec vous. Je suis très content de travailler avec vous. Je crois qu'on va, le projet qu'on travaille de plus en plus ensemble, j'ai vraiment envie d'accompagner cette démarche. Ça me fait juste un tout petit peu, ça me vieillit un peu quand je vois Sarah, Pierre, maintenant organise des congrès. Je vous ai malheureusement connu externe ou interne. Non, c'est bien de des congrès, tout ça, c'est formidable. Donc moi, je vais essayer de vous apporter des trucs en me disant, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'usurpation là-dedans? Je ne suis pas du tout un neuroimageur, je n'ai pas de compétences dans ce champ-là. Et puis, je m'en suis sorti en me disant peut-être que récompense, il faut mettre un S. Chez un addict, il y a plein de récompenses. Et vous allez voir, il n'y a qu'une idée simple que je vais essayer de vous faire passer. C'est que notre addict à l'état de base, sa récompense, elle est dans le produit. Tout notre boulot est d'essayer de lui trouver d'autres récompenses. On a besoin de récompenses, on a besoin de récompenses pour sortir de la dépendance, et on a besoin au fond de changer les choses. Alors d'abord, si on voit pourquoi on est dépendant, que ce soit d'un produit, que ce soit d'un comportement, on en est dépendant parce que, et ça les patients nous disent cliniquement, c'est ce que vous parlez de sémiologie, et c'est vraiment ça, j'ai ressenti un truc que je n'avais jamais ressenti autrement. Cette espèce de rencontre initiatique. Il faut avoir animé des groupes de dépendants pour qu'ils vous disent que je joue au cinéma, je m'emmerde, quand je bosse, je m'emmerde, quand je rencontre mon produit, là il se passe un truc. J'ai une satisfaction immédiate. Vous, docteur, vous me dites que c'est toxique, vous me dites que ça fait du mal, vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, pour soigner des dépendants, il faut approcher au plus près cette notion de récompense. Dès qu'on a compris à quel point elle était forte, alors c'est peut-être pas du côté de la psy qu'il faut aller pour la comprendre, cette récompense. Vous savez, j'ai beaucoup appris, si je m'autorise une incident, du côté de Marguerite Duras. Il y a un livre de Marguerite Duras qui vous apprend toute la sémiologie de l'addiction et qui s'appelle La vie matérielle. Marguerite Duras vous raconte une vie où elle s'emmerde et où un produit, à un moment, lui donne cette récompense. Première chose, la récompense. Deuxième chose, et là on va pouvoir travailler au plan cognitif, nos patients anticipent des récompenses. Et qui n'a jamais vu un patient alcoolique avec une pancréatite qui, à chaque fois qu'il prend un verre d'alcool, se tord de douleur à cause de ses douleurs de pancréatite, il me dit, mais vous pensez que ça vous fait quoi l'alcool? Il dit, je pense que ça va être génial, que ça va être une récompense géniale. C'est ça l'addiction, c'est aussi se bourrer sur l'anticipation de la récompense. Dernière récompense qu'ont nos patients, c'est que, quoi qu'on leur dise, le meilleur traitement du sevrage, c'est encore leur produit. Discuter avec un fumeur, comparer les patchs ou une cigarette, pour faire disparaître le manque de cigarettes, il n'y a rien de mieux qui marche. Donc, vous voyez, il y a cette triple récompense, la satisfaction, l'anticipation et le traitement. Autre chose qu'on commence à bien comprendre maintenant, c'est que nos récompenses dans la vie, elles sont un peu plus compliquées que les récompenses des addicts. Dans la vie, on a des situations, des comportements agréables, on les analyse, on passe par le cognitif, on passe par l'interprétation. Puis si tout se passe bien, si on a vu un bon film, si on est dans une bonne situation, on peut imaginer qu'on va stimuler notre centre de récompense. Dans l'addiction, il y a un court-circuit. La molécule va directement agir sur le centre de récompense sans passer par une interprétation. Pour le dire autrement, quand vous êtes addict à l'alcool ou à la cigarette, même si votre alcool est dégueulasse, même si les circonstances dans lesquelles vous consommez sont désagréables, vous ressentez une forte récompense. Ce qui n'est pas vrai pour les situations habituelles de la vie. Donc là aussi, il y a quelque chose de très fort. Et donc, pour le dire, c'est mon copain et collègue Michael Nassila qui l'a montré comme ça sur l'alcool. On a ces effets d'anxiolyse, de myorelaxation, d'analgésie, d'anesthésie. On a derrière essayé de trouver un peu des mécanismes neurobiologiques. Pour vous montrer celui-là, si on compare les témoins et les dépendants, on voit que les témoins, ce qu'on ressent tous, vont augmenter énormément la sérotonine sous l'effet d'alcool. Quand on va par exemple prendre un d'alcool, on va ressentir un effet d'euphorie. Vous voyez bien que c'est, voilà, vous allez peut-être boire un coup à la fin de la journée.
Vous l'avez comme ça. Voilà, donc vous allez ressentir normalement un vrai effet de sérotonine, et alors ça, c'était comment, puis à la fin, une fois que vous aurez bu un coup, vous serez content de l'ensemble de la journée. Chez le dépendant, il y a globalement une baisse de la sérotonine, plutôt pas une augmentation, et l'effet objectif sur la sérotonine va être moins net. L'autre chose qu'ont nos dépendants, et là je vois David, et David a travaillé là-dessus, j'utilise éhontément vos travaux, David, là-dessus. Nous, ce qu'on a montré, on a fait ce travail-là. David Duroy, je fais de la publicité pour mes docteurs du service. Donc, on a montré ce travail, on a fait ce travail-là. On a pris des alcooliques et on leur a dit, est-ce que vous anticipez, quand vous allez boire, des effets positifs, des effets négatifs ou rien? Chez l'alcoolique, l'alcool est une substance à fort, pour dire comme ça, investissement émotionnel. Dans d'autres temps, on aurait dit libidineux. Et ils vont plus anticiper l'effet positif, ça ne nous étonne pas trop, mais ils vont aussi plus anticiper l'effet négatif. Donc l'alcool bouge la récompense, d'une certaine manière, bouge aussi la punition. Donc vous voyez, une des choses qui va déterminer la dépendance, c'est que face à un produit, vous n'avez pas simplement cette idée, ben voilà, on va boire un coup à la fin de la journée et ça va être sympathique, mais j'anticipe plus, et dans le positif et dans le négatif. Et ce qui est magique, c'est qu'on peut agir sur ce phénomène d'anticipation. Ce qui est magique, c'est qu'on a vu qu'après une semaine de souffrage ou une semaine de thérapie ambulatoire intense, le niveau d'anticipation de récompense diminue. C'est-à-dire qu'un addict qui vous fait un travail addictologique, on a tendance à dire on fait n'importe quoi, un addicto, on ne fait pas du vrai boulot, ben, c'est pas vrai. On agit en plus sur ce phénomène d'anticipation, c'est-à-dire qu'on va être capable de neutraliser un peu, ou rendre un peu plus neutre la substance, et donc par un phénomène cognitif, c'est comme ça qu'on va agir sur l'anticipation de la récompense. Et puis, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous voyez bien que quand l'addiction est installée, tout va contribuer à ce qu'elle s'auto-entretienne et à ce qu'au fond, il y ait beaucoup plus d'actions de récompense que d'incitation à arrêter. Donc la récompense, comme élément sémiologique, c'est parce qu'il y a récompense qu'il y a addiction, et donc la récompense installée, ça c'est un travail de Legg qui vient de sortir, qui montre que les dimensions cliniques de l'addiction associées aux zones de récompense, à la stimulation des zones de récompense, c'est la perte de contrôle, le temps passé à consommer, l'abandon d'autres activités et la tolérance qui fait que pour avoir la première récompense, pour avoir la lune de miel, comme nous décrivent les héroïnomanes, il va falloir consommer de plus en plus de produits. Alors, on a un sujet marrant en addictologie, c'est qu'on a les addictions sales et les addictions propres ou nobles. La plus grande des addictions nobles, c'est le workoholisme. On en est tous un peu atteints parce qu'on a besoin de travailler autant que ce qu'on fait, parce qu'on a besoin de se rajouter du boulot. Et vous voyez qu'il va être d'autant plus difficile de travailler sur la diminution de la récompense dans l'addiction qu'on est face à un comportement qui est lui-même récompensé, comme par exemple le travail, l'exercice physique. Un de mes collègues, je crois que vous n'aviez pas travaillé là-dessus, c'était Émeric Petit qui avait travaillé là-dessus, avait montré aussi le bronzage, qui est aussi une addiction comportementale. On vous dit c'est formidable, tu as une bonne mine, tu es bronzé, comment? Et on n'a que des récompenses, on a dit non, tu es quelqu'un d'actif, tu es parti en vacances, c'est bien, tu es bronzé. Et donc toutes ces récompenses sont d'autant plus fortes que l'objet social de l'addiction fait lui-même et est lui-même un facteur de récompense. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. C'est pas la même chose de traiter un héroïnomane qui est plutôt en but à une stigmatisation sociale que de traiter un addict noble avec beaucoup de guillemets évidemment, mais un produit qui est socialement valorisé. Vous voyez là aussi cette notion de récompense sociale fait que la sémiologie de l'addiction n'est pas la même et fait aussi que l'abord thérapeutique n'est pas le même. C'est aussi vrai à la limite pour les achats. On a un hôpital de jour qui traite de l'addiction aux achats. C'est aussi un comportement qui est socialement encouragé, dont les récompenses sont aussi dans le champ du social. Je
vais avancer vite sur les effets biologiques. Et pour vous dire quelques mots du système cérébral de récompense, alors c'est très compliqué, le système cérébral de récompense. Il y a beaucoup de zones cérébrales impliquées. S'il fallait garder deux idées, moi je garderais deux idées. La première, et c'est un travail qu'on a conduit avec mon collègue et copain Eric Weinstein, qui est professeur de psychologie, et vous trouverez ça sur l'American Journal of Addiction. Ce qu'on avait montré, c'est deux trucs. Un, c'est que quel que soit le produit, quel que soit le comportement, ce sont globalement les mêmes zones cérébrales de récompense qui sont activées. Ça c'est vraiment un point important. Avec Annick, on l'avait montré sur l'addiction aux jeux vidéo. Et on avait montré que chez les adultes addicts aux jeux vidéo, les zones stimulées étaient les mêmes que chez les consommateurs d'alcool ou de tabac. Première chose. Deuxième chose, c'est que la stimulation du système de récompense est un vrai marqueur de dépendance. C'est-à-dire que, et c'est aussi l'expérience qu'on a conduite avec David, si vous mettez un ado qui n'est pas très excité par les jeux vidéo devant le dernier jeu vidéo à la mode, et je vais être forcément en retard, donc je ne tente pas de dire un nom, vous ne lui excitez pas tellement ces centres de récompense. Par contre, chez un ado à risque ou déjà addict, vous allez spécifiquement associer ça. Donc vous voyez, s'il fallait garder deux idées au-delà de la neuroanatomie extrêmement complexe du système de récompense, un, c'est que c'est probablement une voie cérébrale finale commune de toutes les addictions, ce qui veut dire que quand on réfléchit, je vois mon copain Alain dans l'amphi, quand on réfléchit aux nouveaux médicaments sur l'addiction, on peut rêver qu'un jour, un médicament agisse sur toutes les addictions par une action sur le système de récompense. Et l'autre chose, c'est que ça fait vraiment une différence et une base neurobiologique claire entre les addicts et les non-addicts. Là, on a à ceux qui diraient que l'addiction, c'est simplement, enfin, on ne dit plus maintenant, un manque de volonté, que sais-je, un vrai stigmate neurobiologique, puisqu'il est présent dès avant la consommation. Donc voilà, toutes les zones impliquées, l'aire tegmentale ventrale, le septum, le cortex préfrontal, l'amygdale, le nucléus accumbens. J'ai beaucoup travaillé, grâce à vous, Pierre, j'ai beaucoup relu sur le système de récompense, et si j'avais dû faire une petite coche des zones cérébrales les plus souvent mises en cause dans ce système de récompense, c'est vraiment le nucléus accumbens qui aujourd'hui apparaît. Si vous voulez lire des choses intelligentes sur le système de récompense et l'addiction, il faut lire Nora Volkow. Et Nora Volkow, s'il fallait résumer, dit une chose, elle dit qu'on ne devient addict et on est récompensé sur un mode addict que si la stimulation est rapide. Si vous avez un comportement ou un produit à demi-vie longue, à action longue, il ne va pas tellement créer d'addiction. Dès que vous avez, et là elle voit la différence entre le méthylphénidate en intraveineux et en oral, quand vous l'avez en oral, vous avez un effet très modéré notamment sur les récepteurs à la dopamine, il ne va pas se passer une sorte d'orage neurobiologique. Dès que vous avez une modification rapide, brutale de l'activité dopaminergique, là vous êtes à risque d'addiction. C'est ce que nous disent nos patients dans un autre champ, travaillant sur les facteurs de personnalité associés aux addictions, la recherche de sensations, l'impulsivité. On n'est pas addict à un truc qui va agir dans 3 heures, on est addict à quelque chose qui va agir vite, tout de suite, et dont la récompense justement va être rapide. Et là encore, pour vous redire, et c'est l'autre partie du travail de Nora sur le système de récompense, c'est spécifique et c'est une vraie différence entre les témoins et les addicts. Les récepteurs à la dopamine sont stimulés du système de récompense, sont stimulés chez les addicts et ne sont pas stimulés, selon le modèle de Nora Volkow, chez les contrôles. Alors, Nora Volkow a complexifié extraordinairement son modèle avec quelque chose qui est tout à fait passionnant. Vous voyez, le nucléus accumbens et l'aire tegmentale antérieure est vraiment dans le reward, dans la récompense.
mais il y a plein d'autres choses, le plaisir, la palatabilité, et donc on peut, comme elle vient de le faire, essayer de trouver une sorte de neurolocalisation des différents phénomènes de l'addiction. On arrive à des modèles très complexes, j'allais dire d'autant plus rassurants qu'ils sont complexes. Il n'y a pas une petite zone dans le cerveau qui explique l'addiction et qu'on pourrait aller contrôler. Il y a des effets de sédation, il y a des effets d'habitude, et vous voyez comment, au fond, c'est l'ensemble de ces phénomènes qui se mettent en action. Rappelez-vous cette donnée David Weinstein, c'est à peu près le même mécanisme qui agissent, quels que soient les produits, quels que soient les comportements. Donc vous entendez probablement des grandes discussions nosographiques sur est-ce qu'on est, vous avez vu que l'addiction de jeux vidéo vient de rentrer dans les catégories diagnostiques. Au fond, on a avec ce modèle-là une vraie manière biologico-clinique de faire la différence entre dépendants et non dépendants. Voilà, encore je ne vais pas rentrer là-dessus, si ce n'est pour vous montrer là aussi que les zones concernées, notamment en IRM fonctionnel, sont très nombreuses. L'IRM fonctionnel est vraiment un instrument magique pour ça, pour nous donner en direct les effets de toutes ces activités. Alors, comment est-ce qu'on peut en pratique, qu'est-ce qu'on fait en pratique de cette histoire de récompense? Une fois qu'on se dit qu'il y a vraiment une perturbation de la récompense et des récompenses chez les adultes. Eh bien d'abord, on propose à nos patients de trouver d'autres récompenses que dans l'addiction. La balance décisionnelle, qui est un truc qu'on peut faire systématiquement à toute personne qui fume, qui boit, qui a un comportement de dépendance, tout bêtement, va lui montrer ce qui est de la vraie et de la fausse récompense. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous enlève? Le repérage des conséquences négatives, et tout notre boulot va être de faire de récompenser la capacité à initier ou à maintenir le sevrage. Un tout petit point, tout petit truc psychothérapeutique que moi j'utilise en permanence chez les addicts, c'est ce modèle de la vague. C'est-à-dire au fond leur dire que la récompense addictive, elle finit toujours par retomber. L'envie d'un produit, si on tient 30 minutes, finit par retomber. La récompense addictive aussi. Donc vous voyez, leur montrer ce caractère cyclique, et ça peut être finalement assez rassurant. Et puis, c'est comme ça qu'on fait. Moi j'aime bien cette idée de la thérapie par concurrence. On va avoir des expériences positives. Pour le dire autrement, aujourd'hui, les données neurobiologiques vont dans le sens de cette thérapie par concurrence. Si vous stimulez votre système de récompense, par exemple avec de l'activité physique, avec de la marche, avec des moments de musique en pleine conscience, vous allez avoir moins besoin, votre système de récompense est déjà stimulé par une activité positive, vous allez avoir moins besoin de cet effet en court-circuit brutal du produit. Donc, en pratique, moi dans la vraie vie, quand je vois des patients que j'accompagne pour un sevrage, je leur dis, on va découvrir ensemble toutes les activités agréables, toutes les récompenses que va vous permettre l'arrêt du produit. On ne va pas du tout être dans une approche d'austérité, de tristesse, de contrainte sur soi-même. On va au contraire faire des expériences, des expériences, et vous allez découvrir des expériences positives. Et puis, il faut valoriser nos patients. On a la valorisation neurobiologique, il y a aussi la valorisation par parole. Je vous ai mis un carnet, parce qu'il faut être capable de noter chez les dépendants tout ce qu'ils ont fait bien, combien de jours ils ont tenu, comment, au fond, leur effort, alors que tout le monde se fout de leur gueule, leur dit, tu sais, tu as fumé, tu vas forcément prendre une cigarette un jour. Donc, tout notre travail de thérapie, c'est aussi de changer le sens de la récompense. Donc, vous voyez, si j'essaie de vous proposer un modèle, et j'essaie de vous proposer un modèle, on est sur un produit ou un comportement qui a un effet immédiat sur le système de récompense. Ce qu'on a pu montrer avec des effets positifs à court terme et une anticipation. On peut essayer, et c'est ce qu'on fait en thérapie, de concurrencer ou bloquer ce système de récompense. Alors, on concurrence par l'approche psychothérapique, on établit une concurrence par l'approche psychothérapique, et puis il y a une série de produits, que ce soit les bloqueurs opiacés,
THC, que ce soit probablement d'autres molécules qui vont elles aussi concurrencer cet effet biologique. Et enfin, stade ultime de la sortie de l'addiction, on va apprendre aux patients des récompenses sans produit, que ce soit par la thérapie motivationnelle, les groupes, et qui vont être des récompenses autrement plus réelles, j'allais dire, et plus satisfaisantes que les récompenses transitoires et chimiques que donnait le produit. Je vous remercie.